vérité au cœur de l'information. Bonsoir à tous et merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, la concertation gouvernement secteur privé, nouveau round de discussion ce jeudi. Sujet à l'ordre du jour, les importations frauduleuses, la concurrence déloyale. On en parle tout à l'heure en début de journal. Magistrats, journalistes et forces de l'ordre, comment améliorer la cohabitation entre les trois corps, souvent ensemble sur le terrain? Les rôles sont clarifiés lors d'une rencontre ce matin à Lomé. Et puis, Paulo Duarte face à la presse ce matin, une conférence animée à la Fédération togolaise de football. La teneur dans cette édition tout à l'heure avec la page des sports. Et voilà, madame, monsieur, le sommaire, le programme du jour. Bienvenue dans le 20h. Se parler encore et toujours, le gouvernement et le secteur privé se sont à nouveau concertés. Mais de quoi a-t-on parlé ce jeudi? Eh bien, des importations frauduleuses, de la concurrence déloyale. La pratique de plus en plus courante fait perdre, tenez-vous bien, des dizaines de milliards de francs CFA à notre pays et aux entreprises. On fait le point avec Epoussala. Concertation État-secteur privé. C'est la troisième rencontre en un an et le sujet du jour engage les deux parties. Les importations frauduleuses et leur suite naturelle, la concurrence déloyale. Sujet débattu avec franchise et responsabilité pour aboutir à des approches de solutions. Cette troisième rencontre nous a permis justement de débattre de cette question pertinente où se joue non seulement la compétition au niveau économique en ce qui concerne nos industries, je dirais nos sociétés en général, mais surtout comment préserver nos emplois lorsque justement des pratiques comme ça viennent perturber complètement la marche régulière de notre économie. C'est là tout l'enjeu de cette concertation. Le gouvernement et ses partenaires du secteur privé ont convenu d'une chose: renforcer les dispositifs réglementaires existants. Une approche pour dissuader les auteurs des fraudes au niveau des frontières nationales. Nous nous sommes entendus pour mettre en œuvre un certain nombre de mesures. Il va falloir, si possible, et nous pensons que cela est réel, remettre à jour la réglementation, passer à des sanctions qui puissent décourager les auteurs de cette pratique d'importation frauduleuse. Et nous nous sommes entendus également pour une synergie d'action, c'est-à-dire faire en sorte que nous puissions mettre en œuvre un certain nombre de contrôles concertés en matière de brigades. Selon les statistiques de l'Office togolais des recettes, les importations frauduleuses font perdre des milliards de francs CFA au Togo chaque année. Entre 2019 et 2021, la perte est estimée à plus de 20 milliards de francs CFA. Il est question de toutes les opportunités que nous perdons en termes de contribution à l'économie nationale, la perte des emplois, on en a parlé, et les effets induits sur toute la chaîne de production, de commercialisation, de distribution qui touchent les populations à la base. Des mesures concrètes existent pour endiguer ce mal. Nous l'avons reconnu tous dans cette salle, malgré cette panoplie de dispositions qui existent. L'un des défis qui demeure, c'est la mise en œuvre, le contrôle. Donc nous reconnaissons que les mesures prises jusque-là ont besoin d'être non seulement renforcées, mais mises en œuvre avec beaucoup plus d'efficacité et chacun doit jouer sa partition. Atteindre ce résultat, c'est possible et dans un bref délai. Pour cela, le gouvernement veut compter sur le secteur privé qui demeure pour lui un partenaire stratégique. Le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe en appelle à une synergie d'action. Nous sommes obligés de nous mettre ensemble, de réfléchir ensemble et de combattre ce fléau pour la survie commune. Et pour ce faire, les propositions issues des réflexions
de la session de ce jour doivent se poursuivre, doivent être approfondis. Et ceci en renforçant la coopération avec tous les acteurs. Les deux parties s'engagent donc à pérenniser l'initiative en vue d'améliorer davantage l'écosystème économique du Togo. Et il y a précisément ce secteur qui souffre à la fois des importations et de la concurrence. La filière riz, les producteurs à la peine grincent les dents. Le ministre Kodjo DG de la consommation locale rassure tout en formulant des exigences. Marie-Reine Abeta, Pierre Sessopo. Beaucoup de jeunes s'intéressent aujourd'hui à la production du riz. Le secteur attire. Preuve, plusieurs variétés made in Togo sont sur le marché. Mais la tâche ne semble pas aisée pour les producteurs. Le premier problème du producteur du riz, c'est l'eau. Si nous avons la maîtrise de l'eau, les bas-fonds sont aménagés. Nous pouvons aussi produire comme cela se doit. Et en plus, les matériels de production, que ce soit les semeuses et les moissonneuses, les batteuses, si tout ça là est à la disposition du producteur, j'espère qu'on peut répondre à la demande. Au niveau de la commercialisation, nous avons ces 2 dernières années le ministère en train de prendre les choses en main pour la consommation ou pour la promotion de la consommation locale. Sinon, par les années passées, la population n'était pas suffisamment informée de la disponibilité du riz local sur le marché. La peine dans la filière riz est partagée par le ministre Kodjo Adedje. Faire consommer du produit local aux Togolais, c'est sa quête au quotidien. Un objectif à atteindre ensemble avec les producteurs. Nous voulons acheter, on veut consommer du riz local. Mais est-ce qu'on peut garantir la disponibilité, la pérennité de ce produit-là? Il faut gagner sur les économies d'échelle, etc. Augmenter les surfaces, en tout cas, et les rendements. Il faudrait également que le produit soit un produit de qualité. Aujourd'hui, je voudrais vous rassurer que le chef de l'État a décidé que nous puissions mettre totalement en œuvre notre loi de 2009 qui a créé la haute autorité de la qualité de l'environnement. La consommation locale, c'est une manière de forcer des débouchés pour vous. Quand on produit, il faut vendre. Et donc, si nous pouvons commencer par mettre des contingences sur le riz importé, ça on le fera. Que ceux qui vendent du riz aillent acheter chez ceux qui produisent localement. Il revient donc aux acteurs de la filière de mieux s'organiser. Des propositions concrètes sont attendues. Elles devraient participer à un meilleur accompagnement pour le régal des consommateurs. Et sachez aussi que le riz ne sera bientôt plus au bol, ni le maïs d'ailleurs, ou encore le fonio. Ce sera au kilo ou au mètre selon le produit à acheter sur le marché. L'idée fait déjà son chemin dans l'UEMOA. Le ministre en charge du commerce l'a relayé ce matin auprès des commerçantes, commerçants, revendeuses et revendeurs du grand marché de Lomé. Les précisions, Clarissa Ticlet. Le Togo déterminé à instaurer l'usage des unités de mesure conventionnelles. Les produits agricoles ou de pêche qui s'achetaient en panier ou en bol doivent passer au pesé en kilos. Quant aux mesures de longueur, c'est le mètre qui est préconisé. Certaines commerçantes comprennent déjà le bien fondé de la chose. Moi, je vends les ignames. Si je peux vendre 3 pour quelqu'un là, 3500. Et d'autres viennent, même produit, je peux vendre ça à 2500. Si c'est balance, ça ne se triche pas. Ça, c'est bon pour moi. Mais ce que je voulais demander l'État, n'a qu'à nous aider là où nous achetons, dans les villages, n'a qu'à amener tous les balances. Là où nous vendons, nous allons vendre avec la balance. Les dispositions sont prises. Il faut donc une adhésion massive et collective à la démarche, en commençant par les acteurs concernés. Dans la région maritime où nous nous trouvons, on vend avec Epogman. Vous allez un peu vers le nord, il y a vers le marché d'Anier, à Gouin, il y a Mpo et d'autres encore. Mais les gens se demandent quel est le bol officiel. L'atelier aujourd'hui, c'est d'amener nous tous qui sommes des consommateurs, utilisateurs d'instruments de mesure à des différents degrés, de demander qu'on nous vende au kilogramme, si c'est le fruit, si c'est les légumes que nous voulons acheter, que ce soit les poissons, tout ce que nous voulons acheter. Souvent source d'erreur, les ventes en tas ou en panier doivent être délaissées au profit du poids ou de la masse.
C'est une recommandation de l'UEMOA à ses États membres d'adopter le système international d'unité SI pour des transactions commerciales plus justes. Et combien ça va coûter ces bols de maïs convertis en kilos un jour? Combien sommes-nous, par exemple, aujourd'hui au Togo? Et des questions qui font forcément appel à des chiffres. Acteurs publics comme privés, organisations de la société civile, médias, bref, tous ces utilisateurs de données ont pris connaissance jeudi des résultats de l'enquête régionale sur l'emploi et le secteur informel. Que doit-on en savoir exactement? Carmen Madjiakapou. Au Togo, sur 10 jeunes dont l'âge est compris entre 15 et 24 ans, un est sans emploi. Et le secteur informel est pourvoyeur d'emploi à plus de 80%. C'est ce que révèlent les résultats de l'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel ERI-ESI. L'étude a été réalisée par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSED. Les données ont été recueillies entre février et septembre 2021. Les analyses approfondies visaient à voir quels étaient les déterminants de l'offre de travail au Togo et comment le marché du travail au Togo est segmenté. Est-ce qu'il y avait des profils spécifiques pour qu'un jeune accède au marché du travail? Il fallait voir quelle est la problématique que pose la fiscalisation du secteur informel pour que ce secteur ne puisse pas s'enregistrer dans les registres de l'État pour qu'il se formalise. Ces études thématiques viennent améliorer l'utilisation des données de l'ERI-ESI publiées en 2019. Elles permettront aux États membres de l'UEMOA de mieux appréhender les problématiques de l'emploi dans l'espace communautaire. L'analyse a permis de faire ressortir certaines informations clés qui permettront aux décideurs d'engager des actions de développement de l'emploi au Togo et surtout des actions de réorganisation du secteur informel. Ces résultats seront mis à la disposition des utilisateurs des statistiques et du gouvernement. Déjà, on veut miser sur ces analyses pour mettre en œuvre la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Finalité, construire un Togo en paix, une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable. L'actualité ce soir, c'est aussi ce ménage à trois entre journalistes et forces de l'ordre et magistrats. Et souvent ensemble sur le terrain lors des manifestations, journalistes et forces de l'ordre finissent parfois chez le magistrat. Un ménage à trois qui ne fait pas toujours bon ménage. L'UJIT, l'Union des journalistes indépendants du Togo, veut clarifier le rôle de chacun pour une meilleure cohabitation. Eliagba Nyandao. La désinformation et les fake news sont devenus récurrents dans le paysage médiatique togolais. Une séance d'information pour cerner le mal et le corriger. Magistrats, forces de sécurité et journalistes, chacun veut apporter sa contribution à la lutte contre le phénomène et entretenir la liberté de la presse au Togo. À travers les présentations qui seront données, chacun verra clairement le rôle qu'il est appelé à jouer. Et ces rencontres vont renforcer nos relations et contribuer efficacement à l'enracinement d'une presse libre et par ricochet à l'enracinement de la démocratie dans notre pays. Pour une presse indépendante et crédible, il faut un accompagnement des professionnels des médias dans l'exercice de leur profession. La HAC, les forces de sécurité et la justice interviennent sur le plan de la responsabilité afin de permettre aux journalistes d'exercer leur métier sans crainte et dans le respect des textes qui régissent la profession. En ce qui concerne la justice, il est question de débattre, de faire des échanges pour que chacun comprenne à partir de quel moment la justice intervient et qu'est-ce que la justice fait exactement pour accompagner la presse dans l'exercice de cette liberté pour prévenir les dérapages, s'assurer que la population est paisible et que chacun vaque librement à ses occupations et le droit à l'information du public soit assuré dans un climat vraiment assaini. Donc l'éthique et la déontologie de la presse doit être quelque chose qui doit être bien compris et on doit savoir quelle est la limite de la liberté de la presse. Cette rencontre s'inscrit dans le plan d'action 2021-2022 de l'Union des journalistes indépendants du Togo. Elle vise à renforcer les relations entre les journalistes, les magistrats et les forces de l'ordre pour faciliter la pratique du journalisme au Togo.
Il est 20h15 à l'étranger, ça craint en Éthiopie. Les rebelles ne sont plus qu'à quelques 325 km de Addis Abeba. Ils menacent même de marcher à tout moment sur la capitale. Même s'ils dément perdre du terrain, eh bien, le gouvernement a décrété mardi l'état d'urgence. Les autorités appellent même les habitants à s'organiser pour défendre la ville. En revanche, en RDC, la situation à Bukavu est sous contrôle des forces pro-gouvernementales. Et c'est ce qu'affirme le ministre de l'Intérieur. Une attaque armée a en effet secoué la ville hier, mercredi. Au moins 9 personnes ont perdu la vie. Regardez. Les tirs d'armes légères et même d'armes lourdes résonnent encore au petit matin, au moment où l'armée achève son déploiement dans les rues de Bukavu. Comme vous pouvez le remarquer, l'armée est accompagnée par la population. Une fois le calme revenu, les autorités dressent le bilan de cette nuit d'affrontement, arrestation à l'appui. Dans ces affrontements, on a tué 6 assaillants, 4 blessés, 36 assaillants capturés qui sont devant vous. Et malheureusement, de notre côté, nous avons perdu 3 hommes. Selon l'armée congolaise, l'incursion de la nuit aurait été menée par un groupe rebelle Maï Maï, jusqu'alors inconnu. Une quarantaine d'hommes armés venus libérer plusieurs des leurs, arrêtés quelques jours plus tôt. Ils se seraient ainsi attaqués à une base militaire de la ville, à un bureau de commandement, ainsi qu'aux locaux de la radio-télévision nationale, avant d'être repoussés par les militaires. Ils ont fait monter un drapeau là, ils écrivent Congo, Congo nouveau. Il y a les soldats de l'FARDC qui ont arrivé. Quand ils sont arrivés, il y a les gens qui étaient étonnés, il y a beaucoup de gens qui ont fouillé. Dans les heures qui ont suivi, les autorités ont lancé un appel au calme et demandé aux habitants de rester chez eux. La ville de Bukavu, le chef-lieu de la région Sud Kivu, où plusieurs groupes armés sévissent depuis plus de 25 ans, n'a pas connu une telle attaque depuis plusieurs années. Cela dit, retour chez nous, au Togo. Escale d'abord à l'université de Lomé. L'attraction sur place, eh bien, ce sont ces matériels, vous allez les voir, matériels de laboratoire, flambant neufs, destinés au département de biologie, physique et chimie. Fini désormais les cours en théorie, la pratique devient une réalité. Tchazim Nabaga. Cette dotation d'équipements et de réactifs des laboratoires de physique-chimie et de biologie de la Faculté des sciences marque l'effectivité de la professionnalisation des parcours de licence en sciences expérimentales à l'Université de Lomé. Il s'agit d'un projet de l'Union européenne mis en œuvre au Togo et en Côte d'Ivoire à travers le programme Erasmus+. Tout est parti d'un constat. C'est que les travaux pratiques sont de moins en moins mis en œuvre dans nos universités. Et la conséquence de cela, c'est que nous formons des étudiants qui, avec leur diplôme de licence, sont inopérationnels sur le terrain, donc inutiles pour les entreprises. Ces équipements sont assortis de modules de formation pratique inspirés des cas réels en entreprise. Pour les enseignants, le projet vise à renforcer le partage d'expériences et de bonnes pratiques entre les universités publiques du Togo, de la Côte d'Ivoire, de la France, de la Belgique et de la Roumanie pour améliorer l'offre de formation. Nous allons pouvoir initier les travaux pratiques de biologie moléculaire, entre autres, faire de la PCR, faire des extractions d'ARN, d'ADN, d'accord, suivi de la PCR, purification. L'apprentissage par la pratique, comme nous le disons, est mieux quand on est en sciences que l'apprentissage théorique. Donc nous ne pouvons que saluer ce partenariat entre l'Union européenne et nos pays. Le projet professionnalisation et ouverture à l'international de licences scientifiques expérimentales en Afrique de l'Ouest, PULSE, est une initiative de l'Association des doyens des facultés scientifiques francophones. Le projet prend en compte l'Association des femmes scientifiques de Côte d'Ivoire et du Togo. Dans le reste de l'actualité, la rentrée à ESAM, École supérieure d'audit et de management, rentrée sous le sceau comptable. Quel métier demain? Un avenir défini par les chefs d'entreprise. Noami Niofam, Aboza Dajavek, Elia Guanyandao. Comptable, quel métier demain? La question alimente le débat à la rentrée inaugurale de l'École supérieure d'audit et de management ESAM.
Étudiants, chefs d'entreprise et parents ont échangé sur les mutations et les opportunités du métier de comptable. Ce que l'on observe dans la plupart des pays, c'est une croissance de la demande. Mais c'est une demande différente. C'est-à-dire qu'au lieu de demander à un cabinet, par exemple, de produire des comptes, les comptes seront déjà produits, en fait, chez le client, avec les systèmes informatiques. Par contre, il faudra, à partir de ces comptes, donner des explications et des conseils aux clients. Donc il y aura plus de travail, mais c'est un travail beaucoup plus qualifié. L'expert comptable, c'est un peu le médecin de famille du chef d'entreprise. Il connaît l'entreprise, il peut donner des conseils personnalisés. Ce métier de comptable est exigeant et demande une formation de qualité. À les âmes, les offres sont là, les opportunités aussi. Le métier avance, le métier change parce que le monde change, parce que les entreprises changent, parce que les outils changent. Comment former donc ces gens-là aujourd'hui pour qu'ils soient toujours up-to-date donc pour le futur, pour que chaque fois, ils soient toujours opérationnels dans les entreprises. L'idée globale, c'est que vous devez avoir de la connaissance, mais on doit chercher de la compétence. Et vous voyez, ça tombe pile poil, c'est ce que les âmes font depuis la création, ça fait 15 ans. Au terme de la rencontre, beaucoup l'ont compris, la profession comptable change et il faut donc anticiper sur les mutations. La rentrée académique évoquée encore, mais cette fois à UCAO, rentrée rythmée par une messe, une célébration eucharistique. Étudiants, personnel administratif, corps enseignants, parents et partenaires sont venus rendre grâce à Dieu et implorer la bénédiction divine pour une année fructueuse couronnée de succès. La messe a été célébrée par l'archevêque de Lomé. Une procession comparable à celle des grands jours. Une nouvelle année académique s'ouvre à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire du Togo, l'UCAO UUT. La messe inaugurale est officiée par l'archevêque de Lomé. La célébration eucharistique a rassemblé étudiants et corps enseignants, mais aussi le personnel administratif. Au-delà de l'instant de prière, l'occasion s'y prête pour rappeler les principes fondamentaux de l'éducation. Dans la chaîne éducative où s'insère toute personne humaine, l'Église réserve la première place aux parents qui, et je cite, « parce qu'ils ont donné la vie à leurs enfants, ont la très grave obligation de les élever et à ce titre doivent être reconnus comme les premiers et principaux éducateurs. Après les parents, l'éducation repose sur la société civile et sur l'État. Pour être complète, toute formation doit comporter une dimension humaine, spirituelle, relationnelle, éthique et professionnelle. » Après la messe, place à la première conférence. Au centre, le numérique dans l'enseignement. Un outil qui révolutionne et exige un nouveau rythme de travail. Plus rien ne peut se faire aujourd'hui dans ce monde sans l'apport du numérique. Le gouvernement togolais fait en sorte que dans les projets qui vont désormais gouverner les universités et l'enseignement universitaire, qu'une place importante soit accordée au numérique. Depuis 15 ans, il y a plusieurs cadres qui sont déjà sortis de cette école. L'université catholique donc, qui est au Togo a opté pour le numérique justement pour être vraiment au diapason de l'évolution du monde d'aujourd'hui où le numérique occupe la première place de toutes les communications. Une exigence pour amener les apprenants à être en phase avec la technologie de l'information et de la digitalisation. On en vient maintenant au sport et à M. Jean Kofi Edezi qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Jean. Bonsoir. Alors, premier sujet évoqué avec vous ce soir, nous l'annoncions déjà dans le sommaire, la conférence de presse ce matin au siège de la Fédération togolaise de football. Une conférence animée par le sélectionneur national Paulo Duarte. Effectivement, Gerson, Paulo Duarte a présenté sa liste des éperviers retenus pour les confrontations des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ce sera respectivement face aux Lions de la Teranga du Sénégal à Lomé ici le 11 novembre, puis face aux Brave Warriors de la Namibie le 15 novembre à Johannesburg. Plus de précisions avec Laurent Roumavo.
peut gagner avec une stratégie. Le ton est donné par le sélectionneur national Paolo Duarte qui a annoncé la liste des joueurs convoqués pour la double confrontation contre le Sénégal le 11 novembre et la Namibie le 15 novembre. Une liste sans grande surprise puisque le technicien Erbil en Irak fait son retour tandis que Ouro Sansodine fait son entrée dans la liste des joueurs convoqués. La mauvaise décision d'un joueur, peut-être c'est la chance d'autres joueurs. Et la réponse est donnée sur le terrain. La mauvaise décision d'un joueur, c'est la chance d'autres joueurs. Ou la blessure d'un joueur, c'est la chance d'autres joueurs. Il y a 2 joueurs qui ont rentré sur la place. Ils ont très bien joué. Maintenant, compète au coach de se dire. Compète au coach de voir quelle est la meilleure solution et quel joueur qui mérite plus jouer ou quel joueur plus proche de jouer. Et voilà. Mais je pense qu'il n'y a pas un grand tabou dans cette question. Si vous pensez que je vais écarter le joueur, non. Si j'écarte, ils ne sont pas même là. Les éperviers restent sur une dynamique positive après leur match nul à Agbagla et Wassiou Ouronini. Les cadres Djenda Konan, Alexis Romao et Kodjo Laba seront eux aussi de la partie. La bonne prestation de l'attaquant Fessou Plaka a joué le 15 novembre pour affronter les Brave Warriors de la Namibie. Alors maintenant du football sur le terrain, revenons sur le football sur le papier avec les administrateurs des clubs de la Ligue de football de la CARA qui ont été formés. C'est sur le système FTF Togo Connect. Qu'est-ce que c'est? Tout à fait. Ces administrateurs de clubs ont reçu le bagage nécessaire pour l'enrôlement des joueurs dans un système conçu pour la sécurisation des informations. FTF Togo Connect est une composante de FIFA Connect, un programme destiné à la bonne gestion des acteurs de football de par le monde. Les précisions avec Nestor Mouzou. Ce sont les administrateurs des clubs de première, deuxième et troisième division de football de la Ligue régionale de football de Kara qui ont été conviés à cette formation axée globalement sur le système FIFA Connect et particulièrement sur le FTF Connect. Ce système permet d'enregistrer et de suivre tous les acteurs qui gravitent autour du football. Il offre un avantage certain, celui de minimiser les fraudes. Avec ce système, aucun joueur ne peut quitter l'environnement d'un club pour atterrir dans un autre club sans l'avis du club qu'il quitte. Donc ça permet au club de sécuriser leurs joueurs. Ça nous permet aussi de voir la traçabilité, d'avoir le passeport du joueur. Un joueur qui quitte par exemple Semassi pour aller à Asfosa, vous verrez derrière la licence, saison 2021, vous verrez Semassi et 21-22, vous aurez Asfosa. S'il quitte Asfosa pour aller après à Bourlessou, vous verrez 22-23. Donc, derrière la licence, vous avez la traçabilité du joueur. Pour les participants, cette formation a été très édifiante. J'ai compris une chose, lorsque un joueur a une licence, c'est juste valable pour une année. C'est renouvelable. En dehors de ça, j'ai compris que rester en famille, c'est une bonne chose. Ça permet la créativité des idées et ça permet aussi l'évolution dans le football. Pour un club qui doit enregistrer un joueur à la Fédération togolaise de football, ce club a l'obligation d'introduire un formulaire d'enregistrement bien rempli. Le joueur doit disposer d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport s'il est togolais, mais pour tout étranger, le passeport est obligatoire. Le club doit aussi fournir un acte juridique, à savoir le contrat, pour prouver que le joueur lui appartient. Et voilà, donc ce sera tout pour votre page sport de ce jeudi, Jean. Oui, Jason, on va rappeler le second rendez-vous des sports sur la TV, bien sûr, samedi à partir de 14h40. Ce sera suivi quand même des matchs de la Bundesliga. Nous serons au rendez-vous. Merci Jean. Quelques chiffres avant de refermer cette édition. Chiffres à ce jour, jeudi 4 novembre 2021, de la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo. Le nombre de cas confirmés est de 26 102 avec 2 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 720 avec 45 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 139. Le nombre de décès est de 243. Chiffres et communiqués rendus publics par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Midiawa. Merci à vous qui nous suivez ce soir, ou précisément à Agneron dans la veille, comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.